Merci d'être avec nous pendant cette première demi-heure, Sébastien Meurant. Vous êtes sénateur du Val d'Oise, apparenté au groupe Les Républicains, membre de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour, et vous êtes le rapporteur du budget immigration, asile, intégration. On va bien sûr longuement en parler dans quelques instants. D'abord, un mot sur le Covid, puisque c'est aussi l'actualité de cette semaine, les chiffres qui remontent. Elisabeth Borne a lancé un appel à la responsabilité, à porter le masque dans les transports en personne de présence fragile. Vous partagez cet appel ? Non, je ne partage pas cet appel car le gouvernement et Mme Borne issus des gouvernements successifs qui ont menti et on devrait s'intéresser à ce qui a été dit, ce qui a été fait depuis 2 ans, que chacun fasse attention en fonction de son état de santé, de forme, d'âge. C'est évidemment quelque chose de normal. Je considère que les Français qui se sentent pas bien, qu'ils mettent un masque si ça leur fait plaisir, qu'ils mettent un masque si ça les rassure. Moi, je considère que... Et pour protéger les autres aussi ? Pour protéger les autres, mais on commence par protéger soi-même en protégeant les autres, quelque part. Il se trouve que je prends les transports en commun, difficilement comme les Franciliens, qu'hier, il y avait effectivement dans le RER B, un BER qui est bien bondé aux heures de pointe. Donc on laisse passer parce que même sans grève, on a quand même du mal à monter dans le RER à la gare du Nord. Il y avait quelques personnes avec le masque. Eh bien, libre à eux de le mettre. C'est une bonne chose. Effectivement, que les personnes fragiles, qu'à partir d'un certain âge, on incite les gens à se vacciner. Eh bien, pourquoi pas, mais surtout pas qu'on retombe dans les travers de la contrainte pour tous, et notamment pour les jeunes qui ont été vaccinés alors qu'ils ne craignent rien du tout, et qui posera le problème de la responsabilité et de la responsabilité de ce gouvernement. Vous avez signé avec 53 autres sénateurs une tribune dans Valeurs Actuelles en soutien à votre collègue sénateur Alain Houpert. Il est sénateur de Côte-d'Or, il est radiologue, et il s'est vu signifier une interdiction d'exercer durant 6 mois par l'ordre des médecins pour avoir stigmatisé l'inutilité et l'inefficacité des vaccins, justement protégeant de la propagation du Covid. Ça vous paraît pas normal, cette sanction ? Là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Lui, il s'est élevé sur la contrainte vaccinale pour tous. Et là, c'est déjà sur ce qui lui a reproché, c'est ça. Et c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Là, avec le recul, vous pouvez normalement être d'accord, ceux qui sont honnêtes intellectuellement, la légitimité de vacciner toute la population contre ce vaccin se pose. D'autres pays ont choisi différemment, la Suède et d'autres pays. Et là, donc, déjà sur l'objectif poursuivi, la question médicalement se pose. Là, c'est la question du parlementaire français qui n'est pas libre de son expression, de son opinion. Mais là, il n'est pas sanctionné en tant que parlementaire, il est sanctionné en tant que médecin. Alors, est-ce qu'il est parlementaire avant tout ? Médecin qui répond à un ordre ? Les parlementaires français sont protégés dans leur expression. Là, ça s'apparente pour moi à un délit d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 2 sortes de parlementaires. Ceux qui sont parlementaires comme moi, il n'y a personne, mais pas de profession réglementée, et d'autres parce qu'ils sont médecins, parce qu'ils sont architectes, parce qu'ils sont huissiers, etc., de formation, et leur parole serait limitée. Ça pose la question de la liberté d'expression. Et une fois de plus, et en ce moment, on voit bien, cet exemple est frappant, moi-même, en tant que parlementaire, il y a quelques années, Twitter avait coupé mon compte pour simplement avoir rappelé la loi sur une femme en burqa. J'avais trouvé bien peu défendu par l'institution sénatoriale. Et là, il y a une 50aine de collègues qui n'ont pas tous le même avis, effectivement, sur les questions des vaccins, pour tous. Donc là, la question se pose simplement, c'est une limitation de l'expression, de la liberté d'un parlementaire, et c'est grave. On va parler de ce qui se passe au Sénat. Bien sûr. Parce que hier, le Sénat qui poursuit l'examen du budget, évidemment. Et hier, vous avez rejeté le budget asile, immigration, intégration, dont vous êtes le rapporteur. On va voir les temps forts de cette séance avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Sébastien Meurant. Bonjour Quentin. Et Quentin, les crédits de la mission immigration, asile, intégration ont donc été rejetés hier en séance. Voilà, c'est effectivement un crédit qui a fait la quasi-unanimité contre lui. On va commencer par la droite, par vous. Vous avez jugé qu'il était le symbole de l'impuissance publique et de l'absence de volonté en matière de régulation de l'immigration. C'est ce que vous avez dit à la tribune du Sénat hier. Ce budget sur l'immigration, l'asile, l'intégration est pourtant en hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Mais selon Muriel Jourda, qui était rapporteure pour avis de la commission des lois, eh bien un budget en hausse, ça ne fait pas tout. Écoutez la sénatrice. Un budget, c'est la traduction d'une politique. L'abondement d'un budget n'est pas une politique.
Avons-nous une politique migratoire légale et illégale sur ce territoire? Je ne le crois pas. Nous traitons les problèmes au fil de l'eau. Il va falloir définir une politique. C'est ce que nous ferons, je l'espère. Voilà, la droite très critique, la gauche également. Elle juge de son côté que ce budget ne va pas assez loin pour permettre un accueil digne des immigrés. Écoutez Guy Benaroche, élu écologiste des Bouches-du-Rhône. Notre pays s'honore et s'enorgueillit d'accueillir et de sauver. À juste titre, c'est notre honneur. Je regrette que cet honneur soit variable entre l'Aquarius et l'Océan Viking, par exemple. Chers collègues, n'y voyez aucune naïveté ni aucun idéalisme utopique. Mais au contraire, entendez le besoin de bien accueillir, de mieux respecter les demandes des personnes arrivant sur notre sol, ne serait-ce que pour leur intégration et pour l'avenir de notre pays. Alors, parmi les sujets qui ont fait l'objet du plus de commentaires, il y a notamment la question du taux d'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On va écouter un dernier extrait de ce qui s'est joué hier en séance, parce que, en plus, les critiques, là, elles viennent des indépendants, qui sont pourtant un groupe de la droite Macron-compatible. Écoutez ce sénateur. Une polémique couvre depuis plusieurs années maintenant, si ce n'est plusieurs décennies. Celle de la très faible exécution des obligations de quitter le territoire français. Voilà 10 ans que le taux d'exécution ne dépasse pas les 20%. Les 3 dernières années, il était en dessous de 7%. Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre, disait Richelieu. Émettre ces obligations et ne pas les exécuter, c'est affaiblir notre droit. Voilà, le Sénat a donc rejeté ces crédits hier en séance et on a vu au passage combien ces sujets sont clivants entre la gauche et la droite de l'hémicycle. Des clivages très forts que l'on reverra bientôt, Oriane, puisque le gouvernement doit présenter, et ça a été rappelé en séance, un texte sur l'immigration au début de l'année 2023. Pourquoi avoir rejeté ce budget? Vous pouvez nous expliquer? Et c'est pas une surprise. Il n'y a pas de politique migratoire en France. Là, c'est un collègue de La Réunion. Intéressez-vous à ce qui se passe à Mayotte en ce moment même. C'est ce qui préfigure ce qui va se passer en France sur d'autres territoires. Seine-Saint-Denis. Mais Mayotte, c'est la moitié de la population est clandestine. Oui, la moitié. Avec une proximité géographique avec les Comores que la Seine-Saint-Denis ne connaît pas. Alors écoutez, nous avons la Guyane, la proximité du Suriname. Nous avons des centaines de milliers de personnes qui viennent en France tous les ans. On accueille 400 à 500 000 personnes légalement tous les ans. Une partie de ces personnes arrivent, et là, mon collègue de gauche a cité l'Océan Viking, les derniers bateaux l'Aquarius. Ces personnes qui arrivent, on a beau ne pas effectivement les Comores, c'est quand même, il y a quand même la mer à traverser. Donc là, la moitié de la population est étrangère, clandestine. Dans la moitié de ceux qui sont légaux, la moitié est d'origine clandestine, ce qui pose le problème de l'accueil et de la capacité d'accueil. Aujourd'hui, je considère que nous ne pouvons plus accueillir dignement. Il suffit simplement d'aller porte de la Chapelle. Il suffit de se renseigner. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ces questions-là. Les OQTF. On va en parler. Allons-y. Il n'y a pas de politique migratoire en France. On subit la loi des passeurs et c'est les passeurs qui sont des passeurs criminels. Ce sont des organisateurs criminels. Donc l'État français est complice de cela, ce qui est absolument terrible. En quoi l'État est complice? On laisse faire. On sait d'où partent les bateaux. Mettez-vous 10 ans en arrière, il n'y avait pas ces passages, de ces tentatives de passage, il n'y avait pas ces morts en Méditerranée, ces morts dans la Manche. Donc, et aujourd'hui, vous n'allez pas nous faire croire qu'avec les satellites, on ne sait pas d'où partent ces bateaux. Et on sait très bien que certaines ONG sont complices de ces trafiquants. C'est l'ancien ministre Castaner, qui quand même passe pas pour quelqu'un de virulent, qui l'avait dit il y a fortes années. Oui, mais que peut faire l'État français tout seul? Eh bien, tout simplement dire c'est terminé, on arrête, on raccompagne. Le droit de la mer, c'est les premiers ports. Donc là, on sait très bien que le dernier bateau a enfreint les lois des droits de la mer. C'était un accueil exceptionnel. Hein. C'est ce qu'a dit le gouvernement, c'est ce que dit Gérald Darmanin. C'est pas une politique migratoire d'accueillir tous les Combien bateaux. De personnes accueillons-nous tous les ans? Combien de demandeurs d'asile? Plus de 120 000, plus de 130 000? Là, on parle de ce qui est légal. L'État français, c'est un rapport parlementaire de 2018 d'un ex-collègue En Marche, Rodrigue Coquando, Cornu-Gentil LR, qui expliquait que dans le seul département du 93, à 100 000, 200 000, voire 400 000 près, l'État ne connaissait pas le nombre de clandestins. 2018, rapport parlementaire,
suite à des auditions, vous savez comment ça se passe, service de l'État. Donc l'État ne sait pas combien il y a d'étrangers clandestins en France. On va parler des OQTF justement. Oui, on l'a entendu pendant la discussion du budget hier. C'est ce qui fait l'objet le plus de critiques. On a un taux effectivement d'application qui est très faible. On l'a dit, 20% ces dernières années, même encore en baisse ces 3 dernières années, au-dessus de 6%. C'est ce qu'a dit le sénateur. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à reconduire davantage les personnes déboutées du droit d'asile dans leur pays ? Alors là c'est pareil, entre le discours et les actes, vous avez Emmanuel Macron, président de la République, 2 fois président de la République, quelqu'un qui avait travaillé pendant 4 ans avec François Hollande, déclaré en 2019, on va faire exécuter 100% des déclarations des OQTF, ce qui paraît légitime. Bon, légitime, mais c'est réaliste, ça vous paraît un objectif réaliste ? Mais l'objectif est atteignable à condition de vouloir. Alors 100% qu'on soit un peu moins, un peu moins. Tributaire aussi des pays qui peuvent ne pas vouloir reprendre les ressortissants, c'est le cas, c'est le problème. Alors c'est un sujet on pourrait développer, c'est pas en plus de 5 minutes. Moi, il se trouve que j'ai décortiqué le mécanisme. C'est un sujet d'abord diplomatique. Tout à fait. Là, vous imaginez bien que les printemps arabes se créent, l'ouverture des prisons, les voyous sortent, les États sont contents de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent en France et ils savent très bien qu'ils bénéficient d'un logement, de soins, etc. Donc les 6% d'OQTF, vous vous rendez compte, 6%. Tous les autres pays européens font mieux. On est les derniers de la classe. Donc comment augmenter ce taux, selon vous ? Mais alors là, c'est d'abord, je vous ai dit, diplomatique. Nous aidons le Mali, nous aidons les pays d'Afrique de manière générale, puisque ça va d'abord des pays qui ne sont pas forcément en guerre. Là, il y a évidemment les Syriens, les Irakiens, mais là, les principaux flux viennent de pays qui sont dissurs, Algérie, Maroc, etc., Albanie. Donc là-dessus, ces pays n'ont aucune, légitimité à ne pas reprendre leurs ressortissants. Poids diplomatique, c'est extrêmement facile, si on le veut, que l'Algérie, que le Maroc reprennent ses ressortissants. Arrêtons de rigoler. Mais là, Gérald Darmanin, il veut durcir la politique sur les OQTF. Il veut diminuer le nombre de recours, il veut le diviser par 3. Il veut que les préfets leur rendent la vie impossible. Je cite, il veut que ces OQTF soient inscrits au fichier des personnes recherchées. Est-ce que du coup, vous allez soutenir ces mesures ? Parole. Mais non, mais là, ça sera un texte. Est-ce que vous allez les soutenir ? Mais bien sûr, tout ce qui va dans le bon sens, je soutiens. Je n'ai aucun problème. Je ne suis pas sectaire comme certains de la gauche. C'est un sujet qui est primordial pour l'avenir du pays. Il faut sortir de l'idéologie, des petites phrases, il faut poser le problème. Ça fait des années que je demande à mon groupe ce qu'on appelle un droit de tirage pour calculer le coût d'immigration, pour décortiquer. On sait pourquoi on est aussi mauvais, je viens de nous le dire, nous sommes les derniers de la classe. Derniers de la classe. C'est-à-dire que les petits pays comme le Danemark ont résolu les problèmes. Des pays comme Malte font mieux que nous. L'Allemagne fait mieux que nous. Nous sommes les derniers. Donc il y a des raisons objectives à cela. On l'a dit, il y a un texte sur l'immigration qui est prévu au début de l'année prochaine. Est-ce que, je vous dis, il peut y avoir une main tendue, vous voterez les mesures qui vont dans le bon sens de ce qui a été présenté par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. Quelle est votre opinion sur... Mais le problème, c'est qu'on n'est plus on doit plus être dans le discours, c'est dans les actes que ça se fait. Donc évidemment, les textes qui vont dans le bon sens, je les voterai. Le problème, c'est d'application de nos textes, l'application de nos lois. Justement, ces textes doivent permettre, et Oriane l'a dit, de mieux appliquer les règles en la mesure de diminuer les temps de recours. Ça peut être des choses qui vont dans le bon sens que vous voteriez ? Mais tout ce qui va dans le bon sens, je le voterai simplement s'il ne faut pas tromper les Français. En même temps, sur tous les sujets, aboutit à ce que je viens de voir. 6%. 6%, alors qu'on a un président qui voulait faire appliquer 100% des OQTF. Vous mesurez quand même l'écart, le gap. Gérald Darmanin, effectivement, c'est ce que le ministre a dit, le ministre Caranco hier a dit. Les Outre-mer. C'est des représentés effectivement le ministère de l'Intérieur dans les discours, mais très bien. Simplement, c'est que les Français, on voit bien. Moi, je suis allé à Porte de la Chapelle. J'ai été écouter ces pauvres personnes. C'est des criminels. Le trafic d'êtres humains rapporte aujourd'hui plus que le trafic de drogue. Donc, il y a des gens effectivement qui se noient malgré tous les efforts. Plus de la moitié du droit administratif français relève du droit des étrangers. Plus de la moitié. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à remettre en cause le droit d'asile ? Mais à Mayotte, c'est déjà ça, quelque part, puisqu'on a déjà, il y a quelques années, voté un texte qui limite au droit d'asile. Mais la question, évidemment, se pose. La démographie, on sait comment ça se passait. Le continent africain va continuer à avoir de plus en plus d'habitants. Et évidemment, la question se pose, c'est d'accueillir les gens dignement. Le directeur général de l'OFI passe pas pour quelqu'un forcément de droite qui connaît la question. Il disait l'hospitalité pour tous et l'hospitalité pour personne. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut... Non, mais vous le remettez en cause, ce droit d'asile. Vous dites qu'il faut le revoir, il faut l'aménager. Je pense que le peuple français, compte tenu des déséquilibres majeurs, devrait être interrogé par référendum article 11 sur la question effectivement, du droit du sol. Et c'est ce qui se passe à Mayotte. Un collègue En Marche
En Marche, avait parlé il y a quelques années dans l'enceinte du Sénat de génocide de substitution en parlant de la Guyane. Collègues En Marche, évidemment, on n'en parle pas beaucoup, vous pouvez retrouver dans les archives. Donc la question du droit du sol se pose tout simplement pour la survie du pays. C'est les territoires perdus de la République, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est comme à Mayotte, on durcit les conditions pour le droit du sol? C'est une nécessité. Mayotte est à feu et à sang, la moitié de la... Et vous voulez faire ça en métropole aussi? Mais Mayotte, déjà, c'est un bout de France. Hein. La Guyane aussi. L'Outre-mer, c'est un bout de France. La Seine-Saint-Denis. Ils ont une législation différente sur l'île. Absolument. Du fait mais ils sont venus avoir une législation différente. Il faut savoir que Mayotte a voté pour Marine Le Pen principalement. Mayotte est une population d'origine ethniquement noire et culturellement musulmane. Ils ont voté pour Marine Le Pen. Ça devrait interpeller les belles âmes de gauche et de droite aussi qui n'osent pas dire les choses. Les faits. Merci Quentin. Merci Oriane. À tout à l'heure dans le club, on va parler de la présidence des LR. Et ce sera à suivre dans un peu plus d'une demi-heure. On va aller voir l'actualité dans nos régions maintenant. Sébastien Meurant, on va aller à Nevers. On retrouve Philippe Depal. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe du Journal du Centre. Et en une du Journal du Centre, comment la France se prépare aux coupures d'électricité? Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui sur 2 pages, le Journal du Centre et d'autres titres du groupe Centre France, effectivement, se penchent sur ces coupures d'électricité annoncées pour cet hiver. Pour cela, nous avons visité un des 28 centres d'Enedis, où les agences préparent à devoir effectuer ces coupures ponctuelles de 2 heures. Alors bien évidemment, il y a des levées d'action. D'abord, insister aux éco-gestes, aux actions de sobriété énergétique, et puis agir avec les fournisseurs d'énergie pour lisser les pointes de consommation. Si ces mesures ne permettent toujours pas de retrouver un équilibre entre la production d'électricité et la consommation, c'est à ce moment que des baisses de tension pourraient être appliquées. Et je voulais savoir et poser la question à Sébastien Meurant, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ces éventuelles coupures d'électricité ? Plus que des craintes. Là, c'est un sujet que je connais particulièrement, étant fils d'électricien. Lorsque on constate que cette année, pour la première fois depuis 80, on est importateur d'électricité avec le parc de centrales nucléaires que nous avions, c'est un scandale d'État. La gauche, avec Monsieur Jospin, donc ça nous remonte à 97, pour faire plaisir à Madame Voynet, avait arrêté Superphénix qui venait d'être accordé au réseau. Eh bien, cette gauche-là, avec Monsieur Hollande et avec M. Macron, continue cette politique de limitation de production d'énergie. Et l'énergie, c'est de l'économie transformée. Enfin, l'économie, c'est de l'énergie transformée plutôt. Donc, ça va toucher tous les secteurs d'activité et c'est malheureusement un constat que nous sommes en voie de tiers-mondisation. Comme dans certains pays, eh bien, il y a des coupures d'électricité. Nous allons vivre ça. Et les causes, chercher les causes. Les causes, c'est effectivement cette remise en cause de l'énergie nucléaire. Alors qu'on avait un atout absolument incroyable en France, c'est que 80% de notre mix énergétique reposait sur le nucléaire, en moyenne, il y a quelques années. Et avec l'hydraulique, on était à presque 100% d'énergie non carbonée. Aujourd'hui, se dire qu'on relance les centrales au charbon, Saint-Avold et autres, ça fait quand même mal au cœur, alors qu'on avait cet héritage gaulien qui permettait d'être indépendant. Nous avons audité cette semaine au Sénat ancien patron du commissaire à l'énergie atomique, qui qualifie l'arrêt d'Astrid, c'est pour les neutrons rapides, donc arrêt fait par M. Macron, le président actuel, de décision stupide et plus cynique, parce qu'on a quelqu'un qui en même temps a fermé Fessenheim, c'est lui qui l'a fermé Fessenheim, alors que EDF avait investi des milliards d'euros, et qui nous parle, et c'est effectivement les médias, les grands médias relayent, eh bien nous allons rouvrir les centrales nucléaires. Donc comment faire? Eh bien évidemment, ils ont anticipé ça, et ils préparent l'opinion à des coupures de courant, ce qui est extrêmement inquiétant, parce que nous avons bien des personnes qui sont isolées en fin fond pas loin en province ou ailleurs. Eh bien, si vous n'avez plus de téléphone, quand vous appelez les secours, c'est un problème de santé. Et justement, Philippe, vous êtes aussi intéressé au risque d'approvisionnement plus sur le long terme. Oui, tout à fait, parce que dans nos pages, nous avons une interview de Nicolas Goldberg, qui est expert en énergie pour Columbus Consulting, et il dit qu'il n'est pas trop inquiet pour cet hiver, mais qu'il est beaucoup plus pour les années à venir. Et d'ailleurs, je le cite, il nous a dit « Ce sera compliqué chaque hiver. En fait, tout dépendra de l'approvisionnement en gaz. En Europe, les stocks sont remplis en quasi-totalité pour cette année, mais est-ce que ce sera le cas l'an prochain ?» Et en ce qui concerne notre parc nucléaire, aujourd'hui dans un état inquiétant,
On sait déjà que pour l'an prochain, les prévisions d'EDF ne sont pas bonnes, ça peut donc mal se passer. Et donc, une question, si ce problème persiste dans les années à venir, quelles solutions, selon vous, devraient être mises en place ? Gouverner, c'est prévoir. Vous avez bien compris que la politique, notamment nucléaire française, depuis un certain nombre d'années maintenant, est une folie. La loi NOM aussi, donc là, ça concerne un peu la droite, et cette suggestion à la politique européenne, et notamment le calcul du prix du gaz. Enfin, c'est difficile en quelques minutes, mais vous savez très bien que l'énergie est devenue au nom d'une idéologie de libre-échangisme, de soi-disant d'ouverture de la concurrence pour faire baisser les prix, c'est un échec. Et qu'en France, le prix de l'énergie soit calculé sur le prix du gaz, qui est devenu un objet spéculatif, est un scandale absolu. L'Espagne, le Portugal s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils ont sorti de ce prix de l'énergie. Donc évidemment, quand M. Macron, on va ouvrir les centrales nucléaires, c'est son successeur, parce qu'on claque pas des doigts et on n'ouvre pas une centrale nucléaire comme ça. Donc à court, moyen terme, je ne vois pas, et là c'est un sujet géopolitique, c'est qu'on a la décision européenne d'arrêter l'approvisionnement, et d'arrêter dans les mots, c'est pareil, vis-à-vis de la Russie. On se prive du principal fournisseur d'énergie de l'Europe du jour au lendemain, c'est une décision politique, et on importe. C'est-à-dire qu'il aurait fallu continuer à faire venir le gaz ? Eh bien, il aurait certainement fallu continuer, et à court moyen terme, je réponds à la question, on ne peut pas se priver à court moyen terme du principal fournisseur d'énergie de l'Europe. Donc là, on va apporter à prix d'or un gaz de schiste américain. Donc la question se pose à court, moyen terme, comment peut-on faire ? Eh bien, soit on soutient l'économie et il faut trouver du gaz, parce qu'il y a le prix et il y a aussi la capacité à avoir de l'énergie. Donc là, il y aura peut-être une récession, donc là, il y aura peut-être moins, effectivement, besoin d'énergie, mais à court, moyen terme, je ne vois pas comment diversifier au maximum les approvisionnements, y compris, et surtout, c'est que intéressez-vous aux faits et aux causes. L'Allemagne, aujourd'hui, ne peut pas, à moyen terme, donc à moyen terme, 5-10 ans, se priver de l'énergie russe. Et là, ça pose la question des décisions politiques erratiques, scandaleuses, prises par les dirigeants européens. Et français, bien sûr, aussi. Et on a bien compris votre point de vue, Sébastien Meurant. On va remercier Philippe Despalle. Comment la France se prépare aux coupures d'électricité ? C'est à la une du journal du Centre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va terminer par quelques questions politiques, puisque vous avez démissionné des Républicains. Vous étiez membre des Républicains, vous avez démissionné mi-mars pour apporter votre soutien à Éric Zemmour. J'imagine que vous allez quand même regarder, jeter un œil ce week-end sur l'élection, le résultat de l'élection à la présidence des Républicains. Est-ce que, selon le vainqueur, vous pourriez revenir aux Républicains ? Non, moi j'ai milité à l'âge de 17 ans au RPR, je suis venu à la politique par passion, mais je viens du privé. Et là, c'est le système de l'intérieur que j'ai vu en tant que parlementaire, en tant que membre de la Commission nationale d'investiture. Je ne veux pas se souvenir. Moi, revenir. Moi, je mets... Quel que soit le vainqueur. Quelle que soit la ligne. La ligne, c'est différent. Mais moi, je pense que les Républicains ne peuvent pas gagner tout seuls. Donc, je suis pour une alliance, allez, au sens large, et on n'a pas le temps de développer, des patriotes, de tous ceux qui mettent la France au-dessous de tout. C'est pour ça que je suis prêt à voter avec En Marche, sur des questions fondamentales. Et mais l'alliance, elle doit aller d'où à où ? L'alliance, moi, je plaide pour l'alliance pour faire simple aussi, l'alliance des droites. Même le général de Gaulle, en 65, n'avait pas la majorité au Parlement. Et je vous parle du général de Gaulle. Donc là, il faudra se mettre d'accord sur ce qui est essentiel, pas ce qui est essentiel. Mais l'alliance des droites, pour qu'on soit clair, c'est LR, le Rassemblement national et Éric Zemmour ? Et oui, et puis les souverainistes de gauche. Voilà, parce que je mets la droite dans les amoureux de la France. Voilà. Avant tout. Et là, quand j'entends parler le président de la République français qui parle d'Europe, alors qu'il devrait descendre des intérêts de la France, moi, je ne parle pas de souveraineté européenne, ça n'existe pas. Je parle de souveraineté de la France qu'il faut reconquérir sur tous les plans. Donc, effectivement, élargir sur ce qui est essentiel. La question de l'immigration est une question essentielle parce qu'elle touche tous les aspects de la vie sociale. Donc, et je pense, moi, il faut reconstruire l'État, reconstruire la nation, reconstruire la démocratie. Sur ces questions de fond, je vous disais, un référendum, donner le pouvoir au peuple de décider, c'est le peuple souverain en dernier ressort. Et là-dessus, je pense que ce soit les LR, que ce soit la Reconquête, que ce soit le RN, que ce soit même les souverainistes de gauche, eh bien, on doit pouvoir se dire qu'on donne la parole au peuple. Mais vous me dites, en fonction de la ligne, vous allez regarder, est-ce que vous pensez qu'il y a une ligne aux Républicains qui peut se tourner vers cette union des droites ? Et oui, parce qu'en fait, là, vous savez, c'est toujours pareil entre les discours et les actes. Moi, ce que dit aujourd'hui Bruno Retailleau et Éric Ciotti, moi j'ai soutenu Éric Ciotti il y a un an. Je lui ai accordé ma confiance tout de suite, pas quand il était prêt de gagner, contrairement, parce que je crois aux idées, je mets les idées d'abord avant les personnes. Donc tout ce qui va dans le bon sens
Je soutiens. Je suis d'accord avec ce que dit Bruno, avec ce que dit Éric. Mais après, c'est comment faire. Mais vous pensez qu'ils pourront se tourner vers Éric Zemmour, vers Marine Le Pen et faire cette alliance des droites? L'important, c'est pas l'alliance des états-majors, c'est qu'est-ce qu'on propose comme projet aux Français. Les Français, ils ne votent plus à 50% parce qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus en LR. Ils ne croient plus. Le RN, ça fait plusieurs fois que Marine Le Pen est qualifiée, elle n'y arrive pas. Qu'il y ait un contrat de gouvernement et que ça rassemble toutes les personnes de bonne volonté, et je vous élargis, vous ne voulez pas me restreindre au corner de la droite, de l'extrême droite, les personnes de bonne volonté. Moi, je crois à ça. La politique, c'est avant tout des idées, c'est des gens sincères et honnêtes. Merci Sébastien Meurant. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans 20 minutes dans le Club des Territoires. On va aller en Loire-Atlantique, on va prendre un petit peu de recul sur l'actualité, on va aller à la rencontre de 2 grands enfants qui fabriquent des jouets, mais fabriqués et produits en France. Voilà. Ça c'est bien. Ça sera une idée de cadeau pour vos enfants. Et vous laissez notre place d'abord à votre prochain invité, c'est Jean-Marc Ayrault qui nous rejoint. Doudou et compagnie, c'est